Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Nous connaissons les 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Il s'agit du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Nous avons tous connu l'une ou l'autre de ces blessures et nous les portons en nous, en grandissant, au point où parfois elles nous rongent. Comment dépasser ces moments qui nous marquent à jamais, ces moments qui parfois nous hantent et nous obsèdent ? Pour en parler, notre invitée du jour est psychiatre et psychanalyste. Elle a choisi de nous aider à sortir de la prison des pensées négatives qui nous compliquent la vie avec un livre devenu best-seller, « Aime-toi, la vie t'aimera ». Et elle sort aujourd'hui, chez Robert Laffont, « S'aimer avec ses blessures ». J'ai le grand plaisir d'accueillir Catherine Bensaïd. Bonjour. Bonjour. Alors Catherine, s'aimer au-delà de ses blessures, c'est la condition nécessaire pour se trouver qui on est vraiment ? S'aimer avec ses blessures. C'est pas au-delà, justement. C'est pas vouloir lutter contre leur présence. C'est bien sûr après les dépasser, mais déjà avec. Et avec, ça veut dire qu'on les accueille. Et comme je pensais au livre de Sagan, hein, Bonjour tristesse, on peut dire, voilà, bonjour tristesse, bonjour colère, bonjour joie aussi. C'est-à-dire, on ne lutte pas contre. Et je pense que s'aimer, c'est être en paix. Être en paix, c'est être dans un sentiment de tranquillité avec ce que nous sommes. Et cette tranquillité, elle ne peut pas être là si on est en lutte. Et déjà en lutte avec nos propres émotions. Donc il y a un travail d'observation, un travail d'intégration, et puis ensuite un travail d'amour à faire vis-à-vis de ces blessures. Oui, d'observation, d'accueil, vraiment. Accueil peut-être comme on aurait pu l'être enfant. Quand une petite fille arrive et qu'elle dit je suis très triste parce que j'ai une amie qui maintenant m'a quittée parce qu'elle est tout le temps en train de jouer avec une autre, qu'est-ce que la mère peut dire ? Une façon d'accueillir, c'est tout simplement de dire je comprends que tu puisses être triste. Ce n'est pas grave, même pas ce n'est pas grave, ce serait presque trop, hein, c'est une interprétation. Et pas ce que l'on fait souvent quand quelqu'un est blessé, on dit à cette personne non mais c'est pas grave. Alors, ce qui est aussi très fréquent, c'est les leçons de vie que l'on peut donner à ce moment-là. C'est-à-dire, moi, oui, je comprends très bien, parce que moi, j'ai vécu ça avant, mais alors maintenant, tu vois, ça ne me fait plus rien. Je vais t'expliquer. Tu comprends, il faut comprendre que l'autre a sa part, il faut que tu mettes un peu de distance. Et ces leçons de vie, comme des façons de reprendre l'enfant, en disant, mais t'aurais pas dû faire ça, mais ne donne pas d'importance à ça. Ça fait pas du bien. Déjà, accueillir dans notre vie d'enfant et dans notre vie d'adulte, nos blessures, dire je comprends que tu sois triste, je comprends que ce ne soit pas facile. C'est extrêmement important. Je comprends et j'accepte. Voilà, je comprends et j'accepte. Et j'entends avec toi, je suis avec toi. Dès qu'on se positionne comme la personne qui sait mieux ou la personne qui donne une leçon et qui explique à l'autre qu'elle devrait agir autrement ou qu'elle pourrait agir autrement, au lieu de nous ouvrir,
ça nous ferme, parce ça y est, on est en faute. Mais alors, dans nos sociétés, on nous empêche la blessure. Parce que dès qu'on est blessé, dans nos sociétés, on n'a pas le droit, justement, de dire « j'ai mal ». On n'a pas le droit de dire je comprends, je suis avec toi, alors que tu as mal. On doit restreindre ce mal, en tout cas, on ne doit absolument pas l'exprimer. Oui, mais je pense que quand on parle à l'autre en lui disant « c'est pas grave » ou « moi j'ai compris », c'est comme si on se parlait à soi-même. D'ailleurs, c'est toujours le cas, hein, l'effet miroir est permanent. Et on se parle à soi comme pour se convaincre qu'on va y arriver, qu'on peut aller outre. C'est-à-dire que, comme vous savez, comme face à un deuil, ou face à une séparation, ou face à une difficulté, les personnes sont très mal à l'aise. Alors qu'il n'y a rien de plus simple que de dire « mais raconte, qu'est-ce qui se passe ? J'entends. » Écoutez, être là. Même avec les enfants, je le répète. Un enfant qui dit « j'ai peur de la mort », on va lui dire « mais non, je ne vais pas mourir, tu sais, ça va, ne t'inquiète pas ». Moi, je dirais plutôt, mais c'est quoi pour toi la mort ? Pourquoi tu me demandes ça ? Et à partir du moment où vous donnez la parole à quelqu'un qui souffre, si vous avez le temps, il n'y a rien de plus facile au fond. Et puis la personne va s'exprimer parce qu'elle ne demande que ça. Le thérapeute, mon travail de thérapeute, au fond, c'est d'accueillir cette parole de la blessure. Hein, et de l'accueillir pour qu'on puisse déjà poser les mots qui font mal. Mais alors, si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement, en tant que thérapeute, vous vous parlez à vous-même toute la journée. Puisque, au travers de ce que vous dites à l'autre, vous vous parlez aussi à vous-même. Peut-être, effectivement, mais pas seulement. Mais il y a un effet. Car vous savez, même quand on écrit, aussi, ce que j'écris, ça peut parler de moi, mais comme ça fait plus de 40 ans que j'écoute, je crois qu'on a cette... je parle vraiment à l'autre. Aussi, beaucoup. Je parle à l'autre parce que ça c'est... Bon, ce qui est intéressant quand on travaille, ou la façon dont je le vis, c'est que c'est à la fois moi et pas moi qui suis là quand je travaille. C'est vous au service de l'autre, c'est ça, bien mais sûr. c'est au service d'eux, comme quelque chose qui me dépasse. Et je suis vraiment à l'écoute de l'autre, je crois. J'espère. Mais c'est peut-être parce que vous faites ce travail aussi, dans la parole à l'autre, sur vous-même, qui fait qu'il y a cette espèce de pureté de relation, qui fait que vous puissiez vraiment être à l'écoute. C'est ce qui est le plus difficile, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de l'autre, c'est-à-dire être vraiment dans cet instant, alors qu'on l'appelle pleine conscience ou autre, mais dans cette instantanéité du moment de connexion. Comment vous faites ? Alors justement, cette instantanéité, c'est le vide. C'est-à-dire qu'au moment où j'écoute, je ne sais rien de l'autre, je n'ai aucune idée a priori. Vont me venir des souvenirs de la personne, hein, vont me venir des choses que cette personne a vécues. Mais je n'ai aucune idée a priori, c'est une improvisation permanente. Et je pense que la vie doit être une improvisation permanente et que tout ce qui nous empêche de danser avec la vie, je dirais, ce sont toutes les idées a priori que nous avons. Donc sans stéréotypes, ces interprétations, sans jugement, les sans peurs, a priori. les attentes. Les attentes, ce sont nos pires ennemis. Mais alors comment on peut faire ça sur soi ? Parce qu'on se connaît. Comment réussir à trouver le moment justement où on s'accepte avec ses blessures, tout en se connaissant très bien, en connaissant le discours que l'on a, qui quelquefois, n'est pas tout à fait franc pour reconnaître la blessure, reconnaître peut-être même qu'on est à l'initiative de cette blessure. Comment on peut faire pour justement avoir ce moment d'instantanéité avec soi en disant « Ok, maintenant je vais m'occuper de toi. Et je vais faire en sorte que tu me parles. » Moi. À moi, exactement. À vous voulez dire à l'autre ? Non, de soi à soi. Soi, c'est ça. C'est ça. Exactement. Comment on peut développer Alors déjà, cette une chose instantanéité ? toute simple. Vous êtes triste, par exemple, ou je suis triste. Hier, j'ai eu un moment comme ça, grande tristesse. Spleen. Voilà. Et je me disais, mais ton livre sort, mais t'es contente, tu vas, voilà. Et avec la peur, de dire, il faut que je sois en forme. Puis je me dis, c'est comme un accueil, c'est tout simplement laisser être. On ne s'en occupe pas, ce n'est pas un problème. Je ne lutte pas contre. Ça, c'est très important. Si je lutte pas contre mes blessures ou contre le sentiment que j'éprouve, j'accepte d'être en colère. J'accepte ces idées qui viennent, ces râleries personnelles, ces petitesses qu'on peut avoir, j'accepte. Et à partir de là, ça disparaît, d'emblée ça disparaît. Oui, mais quand on accepte, il faut subir les conséquences. Si jamais j'ai un spleen et que le spleen me tire vers le bas, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Parce ça s'arrête à partir du moment où on accepte. Ça s'arrête à partir du moment où on accepte. Vous acceptez, vous ne luttez pas. Alors, quand on est très angoissé, c'est peut-être ça où c'est le plus difficile, mais c'est une souffrance. Hein, mais on la laisse vivre, cette angoisse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, pour l'angoisse, qu'est-ce qui se passe ? Parce que
une angoisse, c'est toujours un conflit. C'est toujours un conflit entre quelque chose qu'on désire vivre et être, et quelque chose qu'on s'empêche de vivre par rapport à une image idéale de nous-mêmes, par rapport à l'image idéale que l'on veut avoir vis-à-vis de nos parents. On risquerait de les perdre, on risquerait de ne pas être accepté par la société. Finalement, nos problématiques, nos douleurs, ce sont des conflits intérieurs. Par exemple, on veut aimer. Je vois mes patientes, on a envie d'être amoureux. Et en même temps, je veux dire, le fait de rencontrer quelqu'un, mais c'est la quantité de peurs qui peuvent arriver. Il y en a deux grandes, hein, toujours. C'est est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que l'autre ne va pas me quitter, m'abandonner, me trahir? Est-ce que l'autre va être à la hauteur? Pas seulement de l'amour que j'attends, mais de l'image idéale aussi. Est-ce que je vais pouvoir le présenter aux autres de façon plus ou moins consciente? Est-ce qu'il représente la personne que j'attendais? Et la peur de s'ennuyer. La peur, à un moment donné, même d'être engagé dans une relation et de ne plus pouvoir partir. Donc, on anticipe déjà... Exactement. Et parfois, effectivement, il y a des personnes... Hier, il n'y a pas longtemps, une personne me racontait « Mais oui, mais j'ai vécu ça, et je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'être amoureuse, est-ce que c'est vraiment utile ?» Voilà. J'ai dit « Mais toute cette mentalisation, et c'est ça qui nous empêche juste d'être là. » Je pense que tout ce que nous vivons d'important est totalement irrationnel. Quand on est amoureux, c'est irrationnel. Pourquoi telle personne? Et c'est irrationnel, il faut l'écouter. Vous savez, on peut te marier avec la personne la plus formidable du monde, hein, sur le papier. Et si on n'est pas bien, nous, déjà avec nous-mêmes, ça ne marche pas, mais surtout, ça ne suffit pas. C'est irrationnel, je le répète, la façon dont tout, d'ailleurs, nos émotions, nos réactions, nos blessures même. Pourquoi on réagit comme ça? Moi, ça m'est arrivé souvent de dire, mais ça m'a blessée, et la personne en face, elle est... Souvent, quand j'étais jeune, je me souviens, mais mes parents n'en revenaient pas, ne comprenaient pas. Mon père me disait, mais je ne comprends pas. Et pour moi, c'était une évidence, pourtant, que ce qu'il avait fait était blessant. Et oui, donc, je crois que c'est important d'écouter notre cœur. C'est notre cœur qui va nous... Alors, il peut nous induire en erreur. On peut tomber amoureux, et ce n'est pas forcément la bonne personne, au sens où c'est quelqu'un qui peut être manipulateur. Je crois que c'est cette catégorie-là, je dirais, de personnes qu'il importe d'éviter. Parce que pour le reste, on fait avec. Je veux dire, personne n'est parfait et on ne se trompe pas vraiment. On peut se tromper un temps, mais pas pour toute notre vie. Bien sûr. Mais alors, vous parlez essentiellement, on va dire de la peur, c'est ça l'angoisse. Mais qu'est-ce qu'il en est de la violence de la vie au quotidien? C'est-à-dire des personnes qui ont des peurs véritables en termes de trauma par rapport, en fait, à des traumas qu'ils n'ont pas vécu, mais qu'ils ont vus, par rapport à des images d'une violence extrême à la télévision, par rapport à des conflits, par rapport à ce qu'ils ont pu vivre pendant la Covid, avec la peur de mourir. Là, ça, comment est-ce qu'on fait pour accepter ces blessures? Parce que même si on ne les a pas vécues dans notre chair, la blessure est dans l'œil, hein, un peu comme le film de Buñuel. C'est vraiment une blessure dont on a conscience et qu'on ne sait pas comment répondre à ça. C'est plus proche du traumatisme que de la blessure. Je dirais, la blessure dont je parle est davantage des blessures de l'enfance, les blessures qu'on va répéter dans nos relations avec les autres. Ce dont vous parlez, c'est très juste et c'est complètement... Effectivement, mais moi, dès que je regarde les infos, j'ai un... Voilà, il y a des choses qui me... Vous aussi. Qui me touchent. Ah oui, non, je reste humaine. Et alors, et j'accepte. C'est ça. D'ailleurs, j'évite. Alors j'évite, j'y vais. Une fascination morbide. Tout à fait. Parce que c'est quand même... J'ai envie de savoir. Et puis parfois, je m'en veux. Par exemple, je m'en veux quand je regarde les commentaires. Les commentaires sur les journaux Internet. Les commentaires qui suivent une information. C'est plein de haine. Et l'autre fois, même sur la psychanalyse, il y avait une tribune sur la psychanalyse qui me paraissait vraiment, aller de soi. Et c'était que des mots, mais c'est quoi ce blabla? Ça sert à rien. Enfin, pourquoi tant de haine? Et le problème, effectivement, c'est que ce qui se passe dans le monde nous divise. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que on veut être en paix, mais la guerre, on la vit en permanence, et on la vit déjà avec nos voisins, avec notre famille, dans notre couple, avec les enfants, avec les parents. Donc c'est ça contre lequel peut-être je serais le plus heureuse de pouvoir faire évoluer ça. Parce que si, effectivement, on est en paix avec soi, on sera en paix avec les autres.
Oui, c'est d'ailleurs le problème, en particulier français, hein, vis-à-vis du bonheur. C'est comment je peux accepter d'avoir une certaine paix intérieure, d'accepter les choses, alors que je sais qu'au moment même où je parle, il y a peut-être un enfant qui est en train de mourir quelque part dans la planète. Donc c'est cette espèce de dichotomie permanente en se disant, est-ce que moi j'ai le droit d'être heureux quand je sais qu'il y a de la souffrance ? Oui, mais je crois que ça remonte plus loin. Parce que je me suis aperçue que les personnes qui étaient le plus touchées par ce qui se passe dans le monde, elles étaient touchées parce qu'elles étaient déprimées à ce moment-là. Soyons très honnêtes. Quelqu'un qui vient de tomber amoureux ou amoureuse, ou qui a une nouvelle extraordinaire, ou qui est heureuse, elle ne s'empêchera pas de vivre parce qu'il y a du malheur dans le monde. En revanche, regarder des informations, je suis d'accord avec vous, hein, ça nous touche. C'est là en permanence, on le sait. Mais c'est pas ça qui nous empêche d'être heureux, je pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus familial. Est-ce qu'on va pas prendre la place de papa, de maman ? Pour nous, les femmes, il y a eu beaucoup de souffrance en amont dans nos généalogies. Si on regarde la vie de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, c'est beaucoup d'empêchements. Et même notre mère qui a pu nous dire, ma chérie, libère-toi, fais ce que tu as envie de faire. Si elle-même ne l'a pas vécu, on a du mal à le vivre. On a du mal à s'accorder peut-être une liberté que nos parents ne se sont pas accordées pour eux-mêmes. Donc c'est pas seulement leur regard sur nous, c'est aussi comment on porte leur souffrance. Donc c'est transgénérationnel aussi. C'est beaucoup de transgénérationnel. Alors ce qui nous empêche aussi, je pense, d'être heureux, c'est l'image que l'on a du bonheur. L'image que l'on a du bonheur par rapport à une image idéale de nous-mêmes. Et c'est ce dont je parle dans le livre, beaucoup à travers le narcissisme. Nous sommes plus narcissiques tous que nous ne croyons. Et cette image que l'on attend des autres, que l'on attend de nous-mêmes dans le regard des autres, peut être une obsession. On ne regarde pas l'autre, on se regarde comme Narcisse dans des reflets. Et on attend de chaque personne que l'on croise qu'elle nous renvoie une belle image de nous-mêmes. Donc on ne la voit pas, la personne, en premier lieu, et ensuite, on ne l'accepte pas, on ne la reconnaît pas. Et on est tout le temps insatisfait. Et il faut savoir que quand on cherche cette image idéale et qu'on est insatisfait, on ne peut pas faire des choses qui sont bonnes pour nous. Au fond, ce qui me paraît essentiel, c'est d'aller dans le sens du vivant. Et pour aller dans le sens du vivant, il faut faire des choses qui sont justes et bonnes pour nous. Mais pas, elles s'improvisent en permanence, ces choses-là. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire là ? Moi, je pense souvent à deux manières de marcher dans la rue, par exemple. Vous descendez de chez vous et vous pouvez vous dire « Oh là là, j'aurais pas dû mettre ça. » Et puis on va me regarder, finalement je suis pas bien coiffée comme ça. Puis je peux passer par là parce que il y a des gens que j'ai pas envie de voir, je suis pas en forme aujourd'hui. Et puis, oh non, là finalement je vais remonter. Voilà. Et puis vous pouvez être dans la rue et vous dire « Ah, il fait beau ou il pleut. Tiens, j'ai envie d'aller dans telle boutique. Tiens, j'ai envie de m'offrir ça. » Et puis après cette boutique, vous dites « Tiens, si j'allais me promener là. Ah tiens, un tel, c'est trop sympa, je vais lui dire bonjour. » Et puis, lit pour un café, on y va. C'est-à-dire que dans le premier cas, vous vous regardez vous-même en permanence et vous êtes dans un malaise quasi permanent. Et dans l'autre cas, on regarde. Donc l'action est projetée vers l'extérieur. Et on est comme ça. On est dans l'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Narcisse ? Et justement, est-ce que Narcisse est un homme blessé pour vous ? Ah, Narcisse est très blessé, oui. Narcisse est très blessé parce que, alors à plusieurs titres, Narcisse se regarde, se découvre Donc il découvre dans le reflet le mythe de Narcisse. Comment ? Vous parlez bien du mythe de Narcisse. Oui, le mythe. Voilà. Découvre dans le reflet d'une source une image parfaite. Il en tombe follement amoureux. Il ne sait pas que c'est lui. Donc il tombe amoureux de quelqu'un qu'il ne pourra jamais prendre dans ses bras, qu'il ne pourra jamais aimer. C'est un drame. Et à un moment donné, il dit « L'objet de mon amour n'existe pas ». Et ça, je reviens à notre drame à tous. Si on est amoureux de quelqu'un qui n'existe pas, ça peut être quelqu'un d'imaginaire, ça peut être quelqu'un qui a existé ou qui n'existe plus maintenant dans notre vie. Ça peut être, tout ce qu'on a pu projeter sur l'autre. Et ce qui est important, c'est que Narcisse va être très aimé parce qu'il est très beau. Et il y a plein de jeunes gens qui vont tomber amoureux de lui, mais qui le dédaignent.
Et ils vont se venger, et c'est une vengeance de la déesse Némésis, qui va faire que justement il va tomber amoureux, voilà, de cette image de lui-même, donc pas pouvoir aimer. Et il y a Echo qui est à côté de lui, et Echo qui ne sait faire autre chose que de répéter les paroles de son bien-aimé. Et je trouve aussi intéressant cet écho que nous pouvons être quand nous rencontrons quelqu'un qui est narcissique, et nous rencontrons beaucoup de personnes narcissiques, puisque finalement, beaucoup d'entre nous, on a une part narcissique importante. Cette personne, elle ne peut pas vous entendre. Elle ne peut entendre que ce que l'on dit, qui est ce que l'autre a envie d'entendre. Et si on l'aime, on peut avoir envie de faire ça. Oui, on n'est pas libre de notre parole. Donc le drame de Narcisse, c'est de ne pas pouvoir aimer. Il n'y a pas plus malheureux en amour que Narcisse, et il ne s'aime pas puisqu'il ne se connaît pas. Alors il y a aussi une chose, c'est que Narcisse serait né d'un viol, d'un viol de l'eau sur la beauté. Et l'Ériopée, ta maman. Et donc je me dis aussi peut-être que de manière inconsciente, mais là c'est une interprétation, il fuit la prédation. Il a peut-être peur que toute personne qui l'approche, ça peut nous arriver, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur beaucoup plus qu'on ne le croit, que si quelqu'un nous approche, il va abuser de nous, ou elle va abuser. Et abuser, c'est abuser sexuellement, mais c'est aussi abuser de notre confiance. Et c'est ce que je dis, par exemple, enfant, on peut souffrir d'être abusé de notre confiance. Vous voyez, parce qu'on a cru en quelqu'un, on a cru en ses paroles, on a cru en la vérité que cette personne prétendait avoir, et puis on s'aperçoit qu'elle nous a menti, on s'aperçoit qu'elle n'est pas là, on s'aperçoit qu'elle ne correspond pas à cette image aussi qu'on attendait, puisqu'elle se comporte mal avec notre père, ou notre père se comporte mal avec notre mère. Sûr. Et toutes ces désillusions sont des formes d'abus. C'est des choses qui nous auront beaucoup marqué, qui vont nous marquer, qui nous ont marqués. Oui, cette notion de narcisse est très intéressante, d'autant que vous parlez de narcisse un peu comme un contrôle fric, quelqu'un qui se masque la réalité. Alors justement, au niveau parentalité, comment est-ce qu'on peut permettre à un enfant de pouvoir lui rendre, on va dire, au mieux son identité? Comment est-ce qu'on peut ne pas être complètement, on va dire, à la fois dans la volonté de nier sa souffrance, mais en même temps, en ne la lui rappelant pas, puisqu'on sait très bien qu'au niveau des stades émotionnels, la notion même d'émotion n'est pas la même au niveau enfance, surtout petite enfance, qu'au niveau adulte. L'émotion est quand même beaucoup plus fugace. Donc voilà, on a parlé de ce stade narcissique. Au niveau de l'enfance, on est en plein. Comment est-ce qu'au niveau parentalité, on gère la blessure de l'enfant? L'émotion, elle est fugace, mais très présente. L'enfant, il est son émotion. Très intense. Pas la question. Nous, on la retient après, peut-être, mais l'enfant, il l'est. Il est heureux, il est triste, il est joyeux. Voilà. Je pense que c'est important de dire à un enfant, par exemple, on peut imaginer que Narcisse ne s'est jamais vu dans un miroir. Sa mère ne lui a jamais dit « c'est toi ». D'ailleurs, il y avait une prédiction qui avait dit il survivra à partir du moment où il ne se connaît pas. Mais c'est important une mère qui dirait à son enfant regarde, c'est toi, avec ce prénom, avec ce nom. Et à partir du moment où on sait qui on est, relativement, on sait qu'on a une identité propre, on ne va pas demander à l'autre d'être comme nous, on ne va pas demander à l'autre de nous ressembler, ou vouloir qu'il dise exactement ce qu'on aimerait qu'il soit. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus important que d'accepter la différence. Bon, c'est des mots galvaudés, mais c'est tellement vrai qu'on a tellement de mal avec la différence de l'autre. C'est tellement plus simple. Et je pense qu'effectivement, un des syndromes de Narcisse, c'est d'aimer le même, d'aimer un jumeau, d'aimer l'âme sœur. Mais si vous aimez vraiment le même, il n'y a personne en face de vous. Vous n'êtes pas dérangé, ça, il n'y a aucun problème, mais il n'y a personne. Or, l'altérité et la blessure de l'altérité, c'est essentiel pour nous faire grandir. Nos parents peuvent nous dire « tu es tel que tu es, je t'aime », mais ils peuvent aussi déjà, dans leur différence, s'ils nous aiment, nous faire accepter leur différence. C'est important. J'aime ma mère, un peu spéciale, ou j'aime mon père, il est un peu autoritaire, mais bon, je l'aime comme il est. Déjà, nos parents peuvent apprendre à les aimer tels qu'ils sont si eux nous donnent la sensation qu'ils nous aiment comme nous sommes. Mais tout autant, c'est pas inconditionnel, bien sûr.
Mais ce conditionnel, c'est aussi cette ouverture à notre perfectibilité. Des parents qui ne voudraient rien de nous, qui ne voudraient pas le meilleur, c'est pas non plus un cadeau. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est... voilà. On a envie d'aimer de manière inconditionnelle, mais on aime aussi de manière conditionnée. De la même manière que nous, on peut s'accepter tel que l'on est, mais on fait aussi... des efforts, des bons efforts. C'est-à-dire qu'on peut pas, on reste pas couché toute la journée. Non, bien sûr. Donc ne pas nier la blessure de l'enfant, reconnaître la blessure et reconnaître l'amour que l'on a avec la blessure, pas au-delà de la blessure, avec la blessure. Exactement. Et donner la parole, encore une fois, ce temps d'écoute. Si l'enfant raconte son histoire, je répète, en thérapie, au fond, on vient déposer son histoire. Et à partir du moment où on la dépose, même en amitié, mais regardez, dans les cafés, les restaurants, partout, les gens n'arrêtent pas de parler. Mais de quoi ils parlent? La plupart du temps, ils racontent. Et j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, tu te rends compte d'un tel, et qu'est-ce que tu penses, que je devrais lui dire? Ça fait énormément de bien. Énormément de bien. Sauf que c'est pas si simple, parce qu'il n'y a pas tant de personnes à qui on peut se confier. Comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on vous renvoie, mais tu devrais, et les leçons de vie, non. Ou alors, peut-être qu'on ne donne pas le temps, parce qu'on parle de soi. Ah bah oui, ce que tu as vécu, c'est ce que j'ai vécu. C'est ça. Voilà. Très, très vite. Voilà. Mais pouvoir écouter, en fait, il faut beaucoup de tendresse, tout simplement, et être avec l'autre. À ce moment-là, si on peut dire même, cette personne m'énerve, j'ai vécu ça, ça fait du bien, beaucoup de bien. Alors, on va vous parler aussi de modèle idéal par rapport à l'individu, en particulier par rapport à l'autorité du père, par exemple, cette notion de modèle idéal de laquelle on doit s'individualiser. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce modèle idéal ? Alors, on a un modèle idéal sur plusieurs plans. On a effectivement peut-être ce que nos parents nous ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont attendu de nous ? Je pense que les parents étant eux-mêmes narcissiques, ils ont envie que les enfants les représentent en étant avec une certaine beauté ou une certaine réussite. Donc c'est déjà cette image-là. Mais c'est pas la même réussite pour certains parents et pour d'autres. Et il y a par exemple, il y a des désirs de vie artistique que les personnes peuvent avoir. Et si les parents, c'est au contraire, il faut réussir, il faut que tu te lèves tôt, il faut que tu sois performant, il faut que tu gagnes bien ta vie. La personne qui a le choix d'une vie artistique ne se sent pas du tout reconnue. Et l'image idéale, elle est esthétique, ça on le sait, dans toutes les images que nous avons de la société. Par exemple, le couple. C'est assez récent de voir que des jeunes femmes sont tellement malheureuses quand elles ne sont pas en couple. Alors, qu'elles le soient parce que c'est merveilleux d'aimer et d'être aimé, ça, bien sûr, nous pouvons l'entendre. Et qu'elles ont envie d'être bien, de partager tout ce qu'on peut partager aussi avec une personne aimée. Mais souvent, elles souffrent de l'image qu'elles renvoient de la solitude, ou l'image de ne pas avoir d'enfant, ou l'image de ne pas... par exemple, il y a des jeunes femmes même qui se marient et qui attendent de leur mari qu'elle les emmène en week-end, comme les copines. Vous voyez, qu'elles puissent aller voir des spectacles. On s'amuse pas assez. Moi, je vais pas m'habiller chez un tel. On n'a pas des amis tous les soirs. Il y avait à l'époque dans Elle une journée avec, qui me faisait beaucoup sourire parce que c'était vraiment la vie idéale. Hein. Tous les matins, je veux dire, on va en chantant avec ses enfants, on les accompagne à l'école après avoir pris des jus de fruits, etc. On travaille dans un endroit, mais c'est merveilleux cet endroit. Puis c'est des gens qu'on aime beaucoup, et puis on s'éclate vraiment, on s'exprime, et puis on déjeune avec une copine ou son amoureux. C'est un peu le principe d'Instagram quand même. Hein. C'est devenu Instagram. Oui, je ne suis pas sur Instagram, donc je ne sais pas, mais je crois que c'est Instagram maintenant. Enfin, je crois, j'en suis à peu près certaine. C'est la même chose. Donc par rapport à ça, on peut comparer sa vie, ou alors on n'en a rien à faire. Mais si on reste au fond, s'aimer avec ses blessures, c'est peut-être aussi ça, c'est rester connecté avec nos émotions. Quand nous sommes habités par la présence de narcisses, on a très peur des émotions. On ne veut pas être perturbé. On est dans notre bulle, dans notre bien-être. Alors on va s'occuper de soi. Et il faut qu'on mange bien, ce qui est parfait. Hein. Il faut qu'on fasse de la gymnastique. Mais il faut savoir aussi que plus on est concentré sur soi, moins on est ouvert aux autres. Si on est obsédé par notre idée de bien-être, on ne regarde pas les autres. Alors que moi je crois que c'est plutôt
être dans notre émotion en relation avec les autres tout le temps. Et accepter que ce soit perturbant, car c'est perturbant. L'autre peut être, même quand c'est très beau, mais peut être profondément bouleversant. Justement, c'est cette notion de mon bonheur passe par l'altérité. Alors on connaît tous l'enfer c'est les autres de Sartre. Comment jouer avec cette altérité? Alors le mot jouer peut-être n'est pas approprié, mais comment faire pour être dans le juste entre deux? C'est-à-dire ne pas m'oublier parce que je donne à l'autre et ne pas me renfermer sur ma blessure. Exactement ce que vous dites, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il faut s'oublier d'une certaine façon. C'est-à-dire oublier qui on est quand on parle ou quand on est en relation avec les autres. On est juste là. On est là à l'écoute du moment présent, partagé avec l'autre. Et si à un moment donné, il y a une petite pointe, on l'entend. Puis, alors là, moi, j'ai effectivement, depuis très longtemps, une petite technique, c'est que dès que quelque chose me touche, dès que j'ai une petite flèche qui est arrivée, je me dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce mot? Est-ce que c'est cette expression? Est-ce que c'est... Et à quoi ça me renvoie? Mais tout de suite. Mais alors, vous le notez et ensuite non, dans vous ma revenez... tête, c'est devenu un réflexe. C'est devenu un réflexe... Mais quand vous êtes en échange avec quelqu'un d'autre, imaginez-vous, il y a quelque chose qui sort, qui tout d'un coup vous blesse. Oui. Vous n'allez pas le traiter alors que vous êtes en lien. Si, à toute vitesse. C'est-à-dire, mais c'est parce que c'est une habitude. Oui, c'est-à-dire, je me dis effectivement, cette phrase-là me ramène à... Enfin, je sais quel est le moment, même anodin. La plupart du temps, c'est pas grand-chose. Il y a beaucoup de petites agressives, violences de la vie quotidienne. Il y en a plein. Et quand on est hypersensible, on les capte. Et ce qui nous touche, c'est pas tant ce qui est dit pour le contenu. Bien sûr. C'est l'intention ou c'est même la résonance. Comment cette personne a pu ne pas faire attention à moi. Moi, c'est ça parfois qui me touche. Comment on a pu me dire ça et ne pas prendre en considération ce que ça pouvait me faire? Après tout, bon, c'est encore une interprétation et une sensibilité. L'autre a parlé à nous de ne pas être trop blessés. Mais c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement que de l'être, parce qu'à ce moment-là, on a été touché. Moi, je le sens. Notre plexus, ou le ventre, ou la gorge. Voilà. Et il y a une façon de désamorcer, même parfois de se dire « Ah oui, ça me fait penser à ça », ou « C'est pour ça ». Alors, le mieux, ce serait de dire « C'est pas très gentil ». Et c'est pas grave. Non, pas de l'exprimer. Non, c'est pas très gentil, mais c'est pas grave. Voilà. Ça passe. Voilà, ça appartient à l'autre, oui. Si on peut avoir une distance, c'est l'idéal, mais on l'a pas toujours. Je crois que là où c'est difficile, c'est quand c'est par accumulation. Et c'est le fameux burn-out. C'est-à-dire, si quelqu'un travaille avec, que ce soit quelqu'un au-dessus, enfin, dans la hiérarchie, ou à côté, qui est tout le temps, qui lance des petites pointes, ou qui laisse entendre à la personne qu'elle est nulle, ou qui lui dit le contraire de ce qu'elle a dit la veille. Ça, c'est des injonctions contradictoires, paradoxales en permanence. Ça, effectivement, à force, moi je me suis aperçue, là on n'y arrive plus, parfois c'est une somme de blessures. D'autant que si on se sent blessé, on va peut-être avoir une sensibilité qui va laisser l'autre, une porte ouverte malgré nous, au comportement d'autrui. Alors justement, par rapport à ce rapport juste d'ouverture, enfin la porte entrouverte presque vis-à-vis de soi et des autres, comment est-ce qu'on peut faire jouer justement cette notion de stade miroir? C'est-à-dire comment je peux faire pour accepter de pouvoir me reconnaître, m'aimer, avec mes blessures, et puis réaliser qu'en fait, l'autre a aussi sa place dans mon miroir. Et comment est-ce que ce visage de l'autre vient guérir mes blessures? Comment moi, je peux lui être aussi salvateur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'être à l'autre? Alors, on a bien compris l'importance de l'écoute, mais est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez nous conseiller lorsque on est dans cette notion-là de miroir? Oui, alors, je crois qu'il y a aussi je disais tout à l'heure, mais je réponds, qu'il il faut s'oublier et il ne faut pas s'oublier. Ça, c'est important. Parce que si je prends l'image de la personne qui descend dans la rue et qui est habitée par son désir, habitée par des choses qu'elle aime faire et qu'elle aime être, déjà, on est beaucoup moins... vous voyez, on est ouvert à ce que l'autre est. Et à ce moment-là, on est moins atteignable par l'autre. C'est-à-dire vraiment cette différence, on l'a fait aussi d'autant plus que l'on est habité. C'est comme une densité. Plus on est dense, plus on est dans sa propre vie,
plus, au fond, on ne se laissera moins attendre parce qu'on... Quand on joue aux échecs, je sais pas, ça me fait penser un peu à ça. Si on est tout le temps sur la défensive, on gagnera jamais, et c'est pas drôle. En plus, c'est très ennuyeux. Alors, c'est tout un art d'ailleurs. C'est tout un art de vouloir gagner. Donc, on est là dans notre tactique, tout en voyant l'autre avancer. Parce que si on regarde pas du tout comment l'autre avance, on va se faire avoir. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est rester dans notre désir. Dans la relation, je pense aussi comment être avec l'autre et pas. Par exemple, même dans un couple, on peut vivre, quand on a une névrose d'abandon, une douleur d'abandon, on vit pour l'autre. Vous voyez, on remplit l'espace entre nous et l'autre. On donne, on est formidable, on est merveilleux. On ne quittera jamais quelqu'un d'aussi merveilleux. Et on s'oublie à une vitesse qui fait que l'autre peut nous oublier aussi, d'ailleurs. Donc, cette importance de revenir, de réhabiter, vous voyez, sa personne. Mais tout simplement aussi parce qu'on fait ce qu'on aime faire. C'est énorme. Oui, quelquefois. Plus notre vie est habitée par des choses que l'on aime. C'est ça aussi, on pourrait dire. Peut-être la réussite, c'est quand même d'être de plus en plus proche de lieux que l'on aime, de personnes que l'on aime, d'être... Mais pour ça, il faut être à l'écoute de nos émotions. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et si je suis pas bien, ça c'est important aussi. Si je suis pas bien quelque part, on peut avoir parfois beaucoup de mal à partir. Or, il faut avoir cette souplesse avec la vie. C'est ça. Ça ne fonctionne pas, je m'en vais. Alors c'est pas, c'est pas quitter les gens comme on dit comme un Kleenex, pas du tout. Hein. Mais c'est ne pas s'apesantir là où ça ne va pas. Et c'est encore être connecté avec nos émotions. Moi je vois beaucoup de personnes déprimées, en réalité elles sont angoissées. Alors quand vous donnez des anxiolytiques et des antidépresseurs, on tait. Mais au contraire, il faut écouter. Ça va pas. Si je suis déprimée, si je suis malade, si je dors plus, j'écoute. Qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Et parfois on peut penser qu'on peut pas choisir et bouger, mais je pense qu'on le peut beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais alors, quelquefois, c'est un peu, changeant du tout au tout. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont être dans la relation de donner, et puis à un moment, elles vont réaliser, et alors elles vont tout d'un coup se dire, mais attends, moi, je veux reprendre le contrôle de ma vie, etc. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui viennent à vous, et qui tout d'un coup, font marche arrière, ou alors tout d'un coup, décident de pouvoir changer du jour au lendemain? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment est-ce qu'on peut justement apprendre à s'aimer avec ces blessures? Parce que c'est un apprentissage quotidien, quand même sans doute un petit peu douloureux pour arriver à quelque chose de positif. Mais c'est quelque chose qui est un vrai art d'équilibriste au quotidien. Oui, mais c'est pour ça que j'ai voulu écrire sur le sujet aussi, c'est-à-dire de décrire, voilà, de décrire tout ce qui peut se vivre. C'est amusant parce que dans la douleur d'abandon, on donne. Mais en réalité, on exige énormément. Et ça, c'est important aussi d'en prendre conscience. Quand on ne s'aime pas, on va aimer ou dire que l'on aime pour être aimé. Et on va donner pour que l'on nous donne. Et les personnes qui souffrent Moi, j'en ai souffert, hein, je sais un peu ce que c'est. On peut être extrêmement exigeant, au fond, parce qu'on voit tout ce que l'autre ne donne pas. On est dans la satisfaction et le manque. Donc, on passe pas forcément de la personne qui donne à la personne qui ne donne plus. Au contraire, il faudrait presque moins donner et être moins exigeant. Bien sûr. Voilà. Plus équilibré dans son don. Mais parce que donner beaucoup, c'est exiger beaucoup. Donc c'est la même personne qui va donner l'impression qu'elle exige énormément. Oui. Il peut y avoir beaucoup d'égoïsme dans la douleur d'abandon et dans le narcissisme. Voilà. Effectivement. Parce que dans les deux cas, soit on vit en attendant du regard de l'autre d'être aimé, soit on vit en attendant que l'autre nous aime. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui est assez visible. On le voit dans des couples, même avec des relations toxiques, où on ne sait pas comment donner, qu'on ne sait pas comment recevoir et trouver l'équilibre. Est-ce que pour vous, un amour serein, c'est possible ? Et si c'est possible, est-ce qu'il faut vraiment faire taire ces blessures quand on est frustré, justement, de ne pas recevoir quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce modèle idéal ? Non, mais ça c'est fréquent. C'est fréquent, effectivement, parce que ce qu'on attend, voilà, je crois que c'est... Il faut dire ou il ne faut pas dire ? Ah, ça c'est une vraie question. Vous avez tout à fait raison de poser la question.
comment dire, moi j'ai des couples parfois, mais comment dire à l'autre, tu m'aimes plus, pas assez, Ça me ferait j'ai plaisir. envie de plus de tendresse, j'ai envie que tu aies envie de ma présence, je te sens plus absent, je souffre que tu aies moins de désir. Je suis pas certaine qu'il faille le dire. Je pense que c'est très complexe. Si la personne, elle n'a plus les gestes ou la présence, finalement, qu'est-ce qui nous laisse entendre que nous sommes aimés? À mon sens, ce sont ni les paroles, ni les cadeaux, ni forcément certains gestes. C'est des gestes, oui, mais c'est des gestes du quotidien. Pour moi, c'est une qualité d'être, c'est une qualité de présence. C'est la façon dont l'autre nous regarde. Dont, par exemple, on dit quelque chose et l'autre le reprend, l'accueille tout de suite. Et on peut jouer avec. C'était Solers qui disait qu'une relation amoureuse se termine quand l'autre ne joue plus à l'enfant avec nous. Je trouve que c'est tellement juste. Finalement, amicalement et amoureusement, on sent quelqu'un qui nous aime dans la façon dont l'autre nous accueille, justement. Accueille une plaisanterie, accueille quelque chose qu'on a envie de raconter. Et alors, tant que ce jeu est là, c'est magnifique. Quand il n'est plus là, que faire? On décrit une scène de la barque, comme ça. C'est-à-dire que dans une barque, si vous avez deux personnes, l'une en face de l'autre, s'il y en a une qui penche d'un côté, si vous penchez avec elle, vous tombez. Donc, si elle penche d'un côté, il faut pencher de l'autre. Quand on a une douleur d'abandon, on se précipite vers l'autre, parce qu'on ne peut pas supporter l'absence de l'autre. On ne peut pas supporter. On ne va pas survivre si l'autre ne nous donne pas une parole d'amour. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. C'est terrible, on n'est plus nous-mêmes. Il y a une part de nous qui a envie de fuir, parce que cette personne-là a pu se comporter d'une façon qui n'est pas aimable. Et il y a une autre qui ne peut plus vivre si on n'a pas une parole réconfortante. Ça, c'est pas un cadeau pour nous. Oui, mais quand alors, on est comme ça. Est-ce qu'on ose lui demander cette parole réconfortante? Mais parfois, mais même notre façon d'être, où on demande. Mais effectivement, l'idéal, je crois, c'est de s'éloigner. Je crois. Mais même s'éloigner dans la pièce à côté, symboliquement dans la pièce à côté. Et si l'autre ne le remarque pas? L'autre le remarquera forcément. Vous voyez? S'il a encore cette qualité de présence dont vous parliez. Mais c'est même pas pour l'autre, c'est pour nous. Si, c'est ce qui marche le mieux, je dirais. Mais même pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'absente, on arrête. Et vous voyez, au lieu de lutter, de dire « mais pourquoi tu m'as dit ça, mais ça m'a fait mal », très souvent on dit à l'autre « tu m'as blessé », et l'autre dit « ah bon ?» Oui, c'est vrai. C'est ton problème, tu interprètes, tu fais ta crise, je comprends pas. Une fois, j'avais assisté à un mariage œcuménique et je me souviens, la personne qui officiait avait dit « vous ferez le plus beau des mariages quand vous accepterez de dire ce qui ne va pas, mais que l'autre l'acceptera. » Donc effectivement, si on est dans une relation où on sent qu'on est en confiance pour dire « voilà, je n'ai pas très bien vécu », ça, on peut le dire. En revanche, j'aimerais que tu sois plus ceci, j'aimerais que tu sois plus cela. Tu sais, je suis très insatisfaite. C'est pas l'amour que j'attendais. Je trouve que vraiment, ça à éviter absolument. Oui, c'est les leçons de vie dont vous parliez. Leçons de vie et demande insatisfaite. Ça fait fuir. Ça marche jamais. Mais parfois, on croit que... Ça, c'est une chose importante. On croit que quand on a été blessé, on est absolument convaincu quand on est blessé qu'on a raison de l'être, qu'on a le droit d'en vouloir à l'autre et d'attaquer. Non. Moi, je pense pas. Parce qu'on est à ce moment-là dans un engrenage qui n'en finit pas. J'ai été blessée, mais il faut prendre le temps de savoir, est-ce que c'est juste? Et qu'est-ce que je dis? Bon, on le sait maintenant, on ne répond pas tout de suite à un SMS qui nous a blessés ou un mail qui nous a blessés. On laisse attendre. Parce que... Et même cette formulation qui est bonjour, merci pour ton... C'est bien, parce que c'est comme si on remet de l'amour inconditionnel. Et au fond, on part pas sur le présupposé. On va repermettre la relation de se vivre. On part pas sur le présupposé de haine que l'on peut tout à fait fantasmer. Mais si vous renvoyez à l'autre le fait qu'il vous a blessé, qu'il est insatisfaisant et qu'il vous met en manque, non. Ce sera pas efficace, ça c'est pour nous. Je dis, ça sert à rien. En revanche, on peut dire, mais en positif, tiens, ça me ferait plaisir d'aller déjeuner, ça me ferait plaisir d'aller voir ce spectacle, je sais pas, ça me ferait plaisir de. Oui, plutôt de. Mais pas, ça me ferait plaisir que tu m'embrasses plus souvent, que tu viennes plus vers moi. Non. Catherine Ben Saïd, on arrive à la fin de cette interview. Un dernier conseil pour s'aimer mieux avec ses blessures et aimer l'autre aussi mieux avec ses blessures. Être en grande douceur avec soi. Voilà. Et puis, faire confiance à la vie. C'est-à-dire avoir des désirs, des souhaits,
ne pas s'en vouloir, surtout quand les choses ne sont pas là, ou quand on ne se croit pas à la hauteur de notre vie. Se dire, voilà, j'ai ce désir, et je laisse la vie m'apporter à sa façon ce qui est bon pour moi. Et je me mets en position d'écoute, d'accueil, de disponibilité. Catherine Ben Saïd, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur Métamorphose. On rappelle merci à vous. Votre très beau livre, S'aimer avec ses blessures, paru chez Robert Laffont. À très bientôt. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosePodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.